Alors merci de venir, d'être si nombreux toujours pour notre exposition Rendre visible, en l'occurrence Rendre visible, qui est visible, vous l'avez vu, dès l'extérieur, dès le parvis, avec une petite nouveauté, et on en est ravis. Merci à Aurosie, qui est l'adjointe d'Yvonne et qui a eu cette très bonne idée. Alors cette exposition, on en est fiers parce qu'elle est en écho avec certaines de nos collections permanentes, et ça c'est très important. Et puis ce thème, rendre visible, il est très 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 important et je crois crucial à l'heure où on est submergé à la fois d'images, de paroles, de bruit en fait. Et cette question-là de rendre visible, Yvonne pourra en parler parce que je crois que c'est aussi un peu son barreau d'honneur. Mais c'est tout le thème à la fois de ce musée et de l'action que l'on porte, nous, la communauté de communes au Bois-et-Larzac, en termes de culture et d'accès aux droits culturels. Donc on vous remercie tous d'être présents. Je remercie l'équipe qui s'est donnée à 200% dans des délais qui sont contraints. Oui, donc je disais, ce n'est pas sans une certaine émotion que je vous vois aujourd'hui et que je vous accueille. Et je vous remercie pour votre fidélité à ce musée, à ce beau musée. Et j'espère que vous continuerez à le soutenir comme vous le faites depuis longtemps. Excusez, avant de commencer, j'ai des notes. J'ai voulu réviser ce matin, mais il y avait tellement de travail sur cette exposition que jusqu'au dernier moment, il a fallu régler des problèmes techniques et ils ne sont pas encore complètement tous réglés. Mais néanmoins, j'essaierai de faire cette visite de la manière la plus agréable et la plus fluide possible. Alors, je voudrais vous présenter l'un des deux artistes. L'autre, je vous la présenterai dans les salles parce qu'elle est encore en train de régler. Donc, je vous présente Julien Discry, qui est un des artistes. Donc, j'étais en train de vous présenter Julien Discry, qui est un des deux artistes représentés dans cette exposition, et Anne-Charlotte Finel, qui vient de nous rejoindre, qui est vidéaste et qui se présentera à vous. Tous les deux, je pense, se prêteront facilement. La perception que j'en ai, je ne vous connais pas bien, mais la perception que j'ai de vous me font croire que vous allez être d'accord pour parler de travail un petit peu. Ok, voilà. Donc, cette exposition n'est pas une exposition monographique, comme vous l'avez compris, c'est une exposition à 4 voix, qui est un souhait que j'avais de trouver un pont, de faire un pont à la fois entre nos collections et entre les expositions Beaux-Arts que vous avez l'habitude de voir au moins une fois par an. D'y intégrer la création contemporaine parce que c'est une place que l'on réserve régulièrement aussi aux artistes contemporains, la plupart du temps sous forme monographique, mais pour une fois ce n'est pas le cas. Et c'est un moyen pour moi de faire donc ce lien entre les collections et les beaux-arts, de lier l'art et la science aussi, puisque finalement le sujet qui nous occupe aujourd'hui et que j'ai emprunté partiellement à Paul Klee, qui dans Théorie de l'art en 1920 écrit la phrase « L'art ne reproduit pas le visible, il rend visible ». Et vous allez voir que cette phrase prend tout son sens au fur et à mesure de cette exposition, puisque le sujet de l'exposition, c'est de montrer que la nature n'est pas seulement, la nature ou d'autres phénomènes, n'est pas seulement un motif qui sert de représentation, de reproduction, mais est une inspiration au niveau de sa structure même, de ce qu'elle interroge, de ce qu'elle nous dit, et je développerai ce sujet dans l'exposition. Et donc, il s'agit d'établir un dialogue, un double dialogue, enfin un triple dialogue, puisque d'un côté, j'ai établi un dialogue entre deux peintres à peu près de la même génération, que sont Paul Klee et Hans Reichel, même si Hans Reichel est de 13 ans son cadet. Je vous expliquerai en quoi ils sont liés.
au-delà de leurs œuvres, et qui dialogue avec un choix de fossiles. Et donc les œuvres de Julien Discrit et Anne-Charlotte Finel, qui sont... Alors Anne-Charlotte Finel est représentée par 2 vidéos dont elle vous parlera. Et j'ai trouvé que ce regard qu'elle portait était pertinent par rapport au projet de l'exposition. Et de la même manière, je trouvais que le travail de Julien Discrit, à mon sens, était tout à fait dans la même interrogation, cette fameuse interrogation de qu'est-ce que le réel, qu'est-ce que l'abstrait, voilà, qu'est-ce qui devient visible au travers aussi du geste artistique. Et pourquoi les fossiles? Parce que les fossiles sont eux aussi des témoins matériels finalement de choses qui ont disparu, qui ne sont plus visibles, mais qui grâce à eux deviennent visibles. Alors d'un point de vue scientifique, ça aide les paléontologues à recréer les environnements qui ont existé à une époque et qui ont disparu. Nous, visiteurs aujourd'hui, ça nous pose ça nous met dans un espace-temps assez vertigineux, puisque on a des témoins qui remontent à 285 millions, voire plus, d'années, un peu vertigineux, avec parfois des témoins très éphémères et qui ont aussi cet aspect poétique. Et je crois que ce que je voulais aussi dans cette exposition, c'est introduire de la poésie qui est inhérente à l'œuvre des 4 artistes présents et qui est inhérente aussi à ces fossiles. Voilà. Donc, je vous invite on va monter dans la première salle. Alors, nous entamons notre parcours avec Paul Klee et Hans Reichel. Les 2 artistes sont voisins d'atelier en 1919. C'est comme ça, c'est ainsi qu'ils se rencontrent dans un manoir près de Munich. Paul Klee n'y restera pas très longtemps, puisqu'à partir de 1920, il est appelé au Bauhaus à Weimar en tant qu'enseignant. Néanmoins, cette courte relation et ce court voisinage va donner lieu à une amitié assez profonde et une certaine filiation aussi artistique. On ne peut pas dire... Alors, Hans Reichel est de 13 ans son cadet, je l'ai dit, mais on ne peut pas dire qu'il copie Paul Klee. On est plutôt dans un... Vous allez voir qu'il y a des choses qui les distinguent nettement. L'un est théoricien. Paul Klee a beaucoup écrit sur son œuvre. C'est un fin observateur de la nature. Pour lui, le visible ne signifie pas se fier aux impressions, mais pénétrer jusqu'à l'essence des choses. C'est cette pensée-là qu'il va théoriser dans ses écrits. Et il préconise la voie dont a parlé un peu Julien tout à l'heure, cette voie non optique, c'est-à-dire aller au fond des choses pour essayer de caractériser la structure même des choses. Et cette nature qu'on pourrait appeler naturante, finalement, devient pour le coup une source abondante, y compris pour ces procédés picturaux. Si on prend alors un exemple qui n'est pas inspiré par la nature pour le coup, mais le tableau que vous voyez derrière vous, qui s'appelle Port et Voilier, qui est une œuvre assez tardive puisqu'elle date des années 30, synthétise néanmoins la manière de faire de Paul Klee. Vous voyez qu'à partir de lignes et de formes, des triangles, des plus ou moins parallèles, des quarts de cercle, etc., est introduit, et par les couleurs évidemment, le jeu des transparences qui laisse parfois apparaître la toile, et ça c'est quelque chose qu'on va retrouver aussi chez Reichel, mais sur le papier, puisque Hans Reichel a essentiellement travaillé avec la technique de l'aquarelle. Au début, il utilise un peu la toile, parfois la gouache, mais il va abandonner ces 2 techniques-là assez tôt, vers 1937, pour ne se consacrer plus qu'à l'aquarelle.
En tous les cas, ces moyens picturaux permettent à Paul Klee d'introduire du mouvement, de la profondeur alors qu'il n'y en a pas, etc., etc., etc. C'est donc ce que je voulais dire tout à l'heure par aller au fond des choses. Si on prend à côté la petite aquarelle de Hans Reichel qui s'appelle Aérien, Luftig en allemand, on a aussi ce procédé d'une sorte de trame qui est rendu dynamique avec des traits plutôt en biais, etc. Et par la position d'aquarelle avec des transparences qui font vibrer tout ça. Alors on peut s'imaginer des formes à partir de là. Par exemple des moulins à vent, enfin vous y voyez ce que vous voulez qui a un lien avec l'air ou le vent, mais en tous les cas on n'est pas dans une représentation d'un motif. Voilà. Alors les deux sont proches, les deux, Hans Reichel, contrairement à Paul Klee, ne théorise pas, c'est pas un théoricien, ça ne l'intéresse pas. En 1924, il va aller voir Paul Klee à Weimar. C'est l'occasion pour lui de rencontrer Kandinsky également, entre autres. Mais il ne va jamais être intéressé par la théorisation d'une pensée. Chez Hans Reichel, on a affaire à des moyens picturaux qui sont assez proches de ceux de Paul Klee, c'est-à-dire il y a toujours la délimitation d'une zone, parfois accentuée par une ligne. On le voit par exemple sur le petit tableau là qui s'appelle le cœur à droite, où vous avez ce liseré vert qui délimite un cadre. Et autant Paul Klee va avoir tendance à sortir de ce cadre, on le voit dans ce tableau, c'est aussi le cas dans Villa Florentine où on pourrait imaginer que le tableau va au-delà du cadre, autant chez Reichel reste toujours dans ce cadre, mais dans ce cadre se joue une infinie richesse de choses, de formes, de couleurs, d'effets de transparence, de signes, etc. Et tout ça est mis en place avec un système de trame légèrement cubique, comme vous pouvez le voir sur plusieurs œuvres qui sont là. Ça, évidemment, c'est quelque chose qui vient du cubisme et notamment aussi il y a la grande influence de Robert Delaunay. Robert Delaunay, Paul Klee, quand il va à Paris après son voyage en Tunisie, il rencontre Robert Delaunay, ou avant, c'est juste avant, pardon, c'est en 1912, le voyage en Tunisie c'est 1914. Il est très impressionné par ce qu'on a appelé l'orphisme et donc va s'inspirer tout au long de sa carrière, et c'est le cas de Reichel aussi. Il y a vraiment une influence. Ce qui le relie finalement, c'est cette espèce de poésie silencieuse, un peu rêveuse, le monde des formes, la pénétration de ces formes, l'interpénétration. Reichel a cette capacité de lier ensemble des choses que nous séparerions. Enfin, des choses séparées se rencontrent, parfois de manière tout à fait inopinée, dans une œuvre. Donc dans les vitrines, à chaque fois, je ne les commente pas. Vous avez un choix de fossiles, évidemment, qui a été sélectionné. Alors là, il manque le cartel, parce que le cartel n'était pas le bon. Bon, c'est super d'être un peu aussi dans les coulisses, voilà. Finalement. Vous allez voir que les fossiles ne sont pas là comme témoins scientifiques. Il y a un choix délibéré de les montrer en tant que forme, en tant qu'esthétique, voilà. Et les cartels sont souvent invitent à la poésie, c'est-à-dire que c'est pas, on s'en fiche si le fossile vient d'ici, d'ailleurs, de sa période. Il y a une relation qui est établie entre les œuvres des artistes et les fossiles. Alors, ce petit cabinet est un peu à part parce qu'il s'agit d'une œuvre à part. Il s'agit d'un cahier, d'un livre,
qu'on appelle le cahier de Gurs, qui a été réalisé par Hans Reichel en 1942. Hans Reichel était de nationalité allemande. En 1928, il déménage à Paris, où il va rester en France toute sa vie. Et il se trouve qu'après la guerre, en 1939, 3 jours après l'invasion de la Pologne par Hitler, l'Angleterre et la France déclarent donc la guerre à l'Allemagne. Et la France est à ce moment-là préoccupée par le fait d'avoir éventuellement des espions dans le pays. Et donc les Allemands qui sont présents, au même titre que d'autres nationalités, sont soupçonnés, enfin il faut s'en méfier. Donc de ce fait, Hans Reichel se trouve interné dans différents camps à partir de mars 41. Non, pardon. Il est au camp de Gurs à partir de entre mars 41 et jusqu'en 1943, mais avant, il a été dans d'autres camps, le camp des Rochères, de la poterie Amélie Dumaine à Mayenne et le camp d'Albi. Et le camp de Gurs est un camp qui est situé dans le Béarn, dans les Pyrénées-Atlantiques. Et il va, grâce à la complicité d'un ami, avoir accès à du papier et de l'aquarelle qui vont lui permettre de créer 42 petites planches qu'au fur et à mesure de ses journées, il va peindre sur ce cahier en les regroupant parfois sur une même page. Alors, on peut voir dans ces aquarelles aussi l'ambiance du camp, c'est-à-dire qu'il y a des dates, tout est daté. À certaines dates, on voit qu'il y a un espoir, les choses sont plus légères, il y a des oiseaux, il y a de la couleur, et parfois qui correspondent à des moments où le camp, il y a des personnes qui sont déportées à ce moment-là dans le camp, et donc évidemment il est inquiet parce qu'il a peur d'en faire partie, les choses deviennent plus sombres. Alors dans ce petit cabinet que j'ai appelé aérien, parce que souvent ça fait référence aussi au titre que Hans Reichel a choisi, on y voit, excepté l'aquarelle qui est tout à fait à gauche, qui est des années 20, et qui s'appelle, je crois, de mémoire, Composition surréaliste, un Hans Reichel plutôt des années 50, qui, vous le voyez, change au fur et à mesure de style, on va dire. Les choses deviennent plus aériennes, moins structurées par des verticales et des horizontales. On a un graphisme qui se met en place sur un fond de couleurs apposé un peu par tâches. Il est vraiment plutôt à ce moment-là dans la mouvance de l'abstraction lyrique, ce mouvement que vous connaissez, hein, qui est né dans les années, fin des années 40 et qui est dans un contexte où Paris est en concurrence avec New York, puisque Paris avait l'hégémonie artistique jusqu'avant la guerre, et puis tout d'un coup New York prend le dessus après la guerre. Et il faut donc, comment dire, trouver un renouveau qui est aussi influencé par l'art américain, et notamment par l'abstraction, l'expressionnisme abstrait d'un Jackson Pollock, etc., hein, puisque ça a été très théorisé par Harold Rosenberg. Et donc, là, Hans Reichel est plus dans cette mouvance de l'abstraction lyrique, avec un effet un peu graphique qui fait penser aussi à d'autres artistes. On est plus dans une peinture gestuelle qui peut faire penser aussi à d'autres artistes. Soulage en faisait partie, Hans Hartung, enfin il y en a plein. Avec ces évaporations de choses. Et ce qui est intéressant de relever aussi ici, notamment si on regarde par exemple cette aquarelle qui s'appelle Air ancien retenu, la référence à la musique. Et c'est aussi un autre point commun entre les deux artistes, puisque Paul Klee est né de parents tous les deux musiciens, enfin d'une mère cantatrice et d'un père musicien. Il a hésité pendant longtemps entre les deux carrières. On connaît la place importante de la musique dans l'œuvre de Reichel, au niveau des compositions notamment, mais pas que. Et Reichel était violoniste aussi, il a eu une éducation musicale. Et dans cette aquarelle,
on sent cette référence un peu à des rythmes de musique qui viennent. On a des sortes de trames qui sont à la fois emprisonnées, mais en même temps on pourrait s'en échapper, et qui créent comme ça une correspondance visuelle entre, pour le coup abstraite, mais entre la musique et la peinture. D'ailleurs, beaucoup de ces œuvres s'appellent compositions aussi. Bon, c'est le cas de beaucoup d'artistes de cette époque, hein, mais tout ça c'est aussi Kandinsky, etc. Alors, il y a une période chez Hans Reichel dans les années 20, où, après les années 20, où cet effet, alors là on est encore dans les années 20, mais où, vous voyez encore cet effet de transparence et de superposition de plans, ça va avoir tendance à disparaître un peu de manière assez régulière après les années 20, et notamment dans les séries des poissons. Les poissons, ça a été un thème très apprécié par Hans Reichel, mais aussi par Paul Klee. Alors, sans doute parce que c'est un monde justement invisible, toute une population de bêtes, d'êtres vivants qui viennent nous parler de choses. Ils ont tous les yeux grands ouverts. C'est une autre caractéristique chez Hans Reichel. Dans beaucoup d'œuvres, on y voit des yeux. Vous voyez là aussi ce qui ressemble à un oiseau, en tous les cas le cou d'un oiseau, la présence très forte de l'œil, comme si les yeux étaient là pour interroger le spectateur. Alors de quoi, je ne sais pas, mais en tous les cas, ça nous interpelle. Et donc, dans cette période des années 20, cet effet on va dire, de superposition a parfois un peu tendance à disparaître pour donner des choses plus unifiées, plus pris dans la matière. Alors, vous verrez au passage de très jolis fossiles ici, qui sont d'autant plus émouvants qu'on y voit quasiment, ils gardent l'empreinte de squelette, voire même presque de peau, en fait, de poisson. Donc encore une fois, quelque chose de très éphémère qui reste. Et puis vous avez, alors c'est pas le même, on en a d'autres. Et donc vous avez ici des fossiles de périodes différentes. Il y en a qui sont de 285 millions, il y en a qui sont beaucoup plus récentes. Qui sont des empreintes de gouttes de pluie laissées, qui ont été fossilisées. L'idée, c'est vraiment d'évoquer les fossiles de manière poétique, mais le visiteur est invité à aller au second étage pour découvrir la collection Traces du vivant, dans laquelle, évidemment, l'approche est beaucoup plus, même si elle reste immersive et poétique, est beaucoup plus scientifique. La nature dans son ensemble est une inspiration constante pour les deux artistes. C'est le cas aussi pour Hans Reichel des insectes. Il s'intéresse beaucoup aux araignées qu'il observe certainement lorsqu'il est notamment dans son atelier. L'atelier qu'il avait à Munich avait un jardin, et dans ce jardin il y avait beaucoup de toiles d'araignées, et il se plaisait beaucoup à observer tout ce monde intérieur. Hans Reichel, c'est vraiment un artiste c'est presque un miniaturiste dans un tout petit format. Il met tout son monde imaginaire et tout son monde intérieur, et c'est d'une extrême poésie. Et puis bien sûr, ce qui intéresse les deux artistes, ce sont les éléments, les végétaux. Et quand vous avez encore ici un très bel exemple pour Paul Klee de la manière dont il travaille. Vous voyez que ici, le tableau s'appelle Croissance. Et donc, vous voyez la traduction plastique qu'en fait Paul Klee. Il superpose des formes géométriques, alors ça peut être des demi-cercles, des rectangles, des cubes, des cercles. Il les étage vraiment pour donner déjà une sensation de dynamique. Ensuite, il pose de la couleur du sombre au plus clair.
comme pour nous, d'abord pour introduire un mouvement, et pour nous dire aussi que la plante va chercher la lumière. Donc, c'est-à-dire que ça pousse pour aller chercher la lumière là-haut, et en même temps, la lumière est à l'origine de ce qui se passe en dessous. Et là, on a un exemple typique de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire on n'est pas dans la représentation d'un motif d'une plante, on est dans comment cette plante fonctionne, comment elle vit, et comment il va traduire plastiquement ce qu'est la croissance d'une plante. C'est ça qui est vraiment passionnant. De la même manière, il s'intéresse tout simplement, par exemple, à un fruit coupé en deux pour analyser ce qui s'y passe à l'intérieur. Anne-Charlotte est là. Elle est là. Donc on va maintenant entrer dans une pièce qui est consacrée à une œuvre d'Anne-Charlotte Finel. Je vais vous laisser... parce que sinon après ça risque d'être un peu compliqué. Donc moi je suis artiste, je fais principalement de la vidéo. Donc c'est deux œuvres qui datent un petit peu maintenant. Mais je peux vous raconter déjà le contexte de cette première vidéo qui s'appelle Jardin. Elle a été tournée souvent je préfère que les gens regardent d'abord parce que... alors non, mais on y va et on la regarde et puis on vous la commente après si vous voulez. Oui, on va faire ça. C'est une vidéo qui dure combien de temps? À peu près 5 minutes, 6 minutes. 4 minutes? 6, oui. Bon, on va laisser parler Anne-Charlotte. C'est bon, je vais y aller. J'ai choisi de travailler sur un jardin tropical que je connais bien parce qui est à Paris et qui longe sur le bord du métro, sur la ligne 14. Et donc c'est un jardin qui m'a beaucoup troublée parce que ces lampes poussent, ces plantes poussent sous des lampes de sodium et des LED, et le vent qui les fait bouger en fait et le vent du métro. Donc il y avait cette étrangeté comme ça d'avoir un jardin souterrain aussi tropical, donc avec des plantes qui en fait ne sont pas endémiques et qui en tout cas ont peu de choses à faire à Paris. Et donc ce projet est né d'une contrainte déjà, de l'impossibilité d'avoir accès à ce jardin. Et donc j'ai filmé tout ce jardin à travers les verres de sécurité qui protègent en fait les personnes qui empruntent le métro chaque jour. Et donc c'est tout ça, tous ces reflets qui créent la colorisation. On le voit bien là en fait, c'est le passage des gens en fait qui anime le jardin. Vous voyez un monsieur avec un chapeau. Et donc il y a ce travail de colorisation, de matière aussi. Alors ça c'est quelque chose que je travaille aussi beaucoup. Je suis très sensible à la texture de l'image. J'aime travailler dans des conditions où il n'y a pas beaucoup de lumière. Et donc oui, il y a un rapport sans doute un petit peu pictural. Et ce qui m'intéresse avec l'art vidéo, c'est cette position comme ça entre peinture et cinéma. Donc voilà, on entend la musique pas très bien, on va le régler un peu plus haut, mais la musique composée par Wojski, qui lui vient de l'univers de la musique électronique, donc il fait de la musique techno. Et tout est artificiel en fait, c'est que des sons synthétiques. Mais en même temps, on s'est amusé à recréer cette atmosphère de genre. Alors, je vais passer rapidement pour qu'on laisse la parole à Julien Discry. La dernière salle est consacrée un peu au thème
de la géologie, enfin, puisqu'il y a ici regroupé des œuvres de Hans Feischl, pardon, qui tournent autour de cette question des cristaux, alors qui s'appelle aussi parfois composition, mais en tous les cas, il y a beaucoup question de cristaux et de roches. Et ce qui est très beau, c'est qu'on a de la rencontre entre des choses. Les roches sont là comme si elles reflétaient d'autres éléments. On a de l'infiniment petit qui se retrouve dans du grand. On a cette idée toujours de superposition, comme dans la géologie, hein, finalement, de strates. Enfin, voilà, je ne m'étends pas plus sur cette section parce que je crois que le temps avance et que je voudrais laisser la parole à Julien. Autre chose, et je peux aussi reprendre ce que vient de dire Anne-Charlotte parce que ça me parle tout à fait. Quand elle parle de synthèse et d'artificiel, en fait, je crois que à travers cette série, qu'il faut voir aussi comme un espace d'expérimentation, c'est-à-dire qu'effectivement, les œuvres sont encadrées, elles sont au mur, etc. Mais il faut voir aussi que, en tout cas, c'est le cas, les artistes sont dans des processus de recherche, et donc aussi de jouer avec des dispositifs, avec des techniques. Alors, je reviens à ce que je voulais dire initialement. Alors, il faut savoir que dans un lointain passé, j'ai fait un petit crochet par une faculté de géographie, j'ai une licence de géographie. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai toujours eu un intérêt vraiment marqué pour les processus naturels, les phénomènes physiques, d'érosion, de couches sédimentaires, de géomorphologie, etc. Donc ça se retrouve dans ce travail qui est un travail de sculpture et de modelage, en particulier de moulage plutôt. Et pour reprendre ce que je disais au début, quand on dit que en fait, c'est la nature qui imite l'art, en fait ce que j'aimerais peut-être que vous reteniez avec cette série de pièces, c'est que en fait les limites sont beaucoup plus ténues que ça entre finalement l'artificiel et le naturel, entre la nature et l'art. Parce que dans les deux cas, en fait, c'est la technique qui est à l'œuvre. Et là, de quelle technique on parle? C'est une technique de moulage. C'est-à-dire que vous savez que dans ce musée, il y a beaucoup de fossiles. Et d'ailleurs, ici, sont disposés parmi les œuvres que j'ai réalisées, des fossiles aussi de la collection du musée, avec cette idée que à l'origine de ces formes, qu'elles soient mes œuvres ou les fossiles, mais en fait, il y a le même processus de moulage. Qu'est-ce que c'est qu'un fossile, en fond? C'est une forme un être organique ou un végétal ou même des gouttes d'eau qui en fait sont figées comme ça dans une espèce de substrat, puis disparaissent, puis leur forme, donc ça forme un vide, ce vide est comblé par un autre matériau qui va solidifier, et puis c'est comme ça qu'on obtient les fossiles, la plupart des fossiles qu'on voit. Donc c'est complètement, la Terre fait un moulage, Et donc partant de cette idée, avec aussi cet intérêt, alors là pour le coup c'est peut-être plus le rapport à la géographie, à la géologie, c'est cet intérêt pour les échelles de temps entre l'existence humaine, qui, je ne sais pas combien on en est en France, mais on doit être à 75 ans d'espérance de vie, versus des milliards d'années, donc un rapport d'échelle complètement presque impensable. Ça c'est toujours quelque chose qui m'a aussi beaucoup intéressé. Donc dans ces œuvres-là, il y a à la fois l'idée de faire une sorte de fossile artificiel, mais encore une fois, l'artificiel naturel, finalement, les limites, quand on regarde de plus près, elles ne sont pas si claires. Et aussi de cette confrontation, cette prise en main, littéralement, d'un objet, d'une roche, d'un fossile, avec une sorte de, je ne sais pas comment dire ça, face à face, temporelle entre une main humaine figée et puis une roche qui a peut-être des centaines, voire des millions d'années. Donc après, par rapport à la technique elle-même du moulage, j'essaie de jouer sur différentes modalités. Alors, parfois il y a des processus d'empreinte qui sont vraiment strictement ce qu'on peut retrouver dans la nature. J'en ai fait l'expérience pendant les études, ça m'a beaucoup frappé. On est allé dans une décharge, alors jusque là c'est pas vraiment intéressant, mais en tout cas ils avaient creusé en fait, donc il y avait des couches géologiques qui étaient
étaient visibles, en tout cas certaines, et il y avait une couche d'argile brune. Et puis en ramassant un morceau par terre, elle s'est cassée en deux, et là il y avait un fossile de feuille. Ça m'avait complètement subjugué, et en fait j'ai repris ce même principe dans la première qui est là-bas, qui s'appelle Ficus. Voilà, c'est ça, en fait les feuilles prises c'est une sorte de plâtre, c'est de la pierre reconstituée, c'est une pierre pulvérisée qui est mélangée avec du plâtre, qui me permet d'obtenir ces teintes et ces textures. Et en fait, quand on vient placer une feuille dedans, ça crée une sorte de ligne de faiblesse, de faille, et qui ensuite, quand on vient exercer une pression dessus, en fait, elle casse à l'endroit de la feuille, donc on retrouve l'empreinte qui était prisonnière avant. Donc c'est une des façons que j'ai eu d'appréhender ce travail-là. Vous verrez qu'il y a une variété un peu d'approche par rapport à ça. Qu'est-ce que je pourrais ajouter de plus? Peut-être vous parler de cette œuvre qui est derrière. Alors évidemment, je suis très intéressé par l'empreinte. Et ici, ce que vous voyez, en fait, c'est une... alors là, pour le coup, c'est une reproduction. C'est vraiment une reproduction, puisque c'est l'empreinte d'une limite, une faille, une fissure, une limite géologique qui se trouve au Pays Basque espagnol. On va aller sur place. La particularité de cet endroit, c'est que c'est un des seuls lieux sur la planète où il est possible d'observer à l'air libre la limite qui concerne en fait le tertiaire et le jurassique. C'est-à-dire en gros cette limite là qui est visible au milieu de la pièce, c'est le moment de la disparition des dinosaures. Et c'est un des seuls endroits, deux autres je crois, où on peut comme ça accéder à l'air libre à cette limite. Donc je suis allé sur place faire cette empreinte, de cette empreinte réaliser ce tirage que vous voyez. Si vous voulez allumer votre micro, du coup, on va bouger. On vous propose d'aller dans la salle suivante pour commenter. C'est donc une vidéo que j'ai réalisée dans un réservoir d'eau en Angleterre, dans le Peak District. Et quand le niveau de l'eau de ce réservoir atteint un certain niveau, il y a ce déversoir qui s'active. C'est comme une immense chasse d'eau. Par ailleurs, il y a des chutes autour de ce lac, des barrages et tout ça. Donc j'étais fascinée par ce motif et j'ai respecté la chronologie. Donc c'est-à-dire que je travaillais beaucoup à cette époque-là et je continue de le faire aussi. Donc entre le jour et la nuit. Donc là c'est le soir et en fait le film au début est assez bleuté et petit à petit on tire vers le noir et blanc comme ça. Et ce qui m'a intéressée, c'était d'être dans une forme de trouble, c'est-à-dire de proposer. Au début, on se demande si c'est une chute d'eau naturelle, mais très vite on se rend compte que c'est un élément architectural. Donc ce trouble comme ça entre une architecture et une chute me fascinait un peu. Et puis il y a ce motif du trou comme ça, de ce sorte de gouffre. Alors quand j'ai passé beaucoup de temps dans cet endroit-là et la nuit je rêvais littéralement que je tombais dans ce trou. Et donc la musique aussi, toujours du même collaborateur, Wojski, accentue la texture aussi de l'image qui est importante. Il y a une sorte de chant des sirènes, il y a quelque chose comme ça qui accentue le grain et la pixelisation. Voilà. Oui, alors ici il y a deux ensembles. Alors, je vais commencer par ici. Quelqu'un m'a parlé d'inversion tout à l'heure dans l'autre salle. Là, on est en plein dedans. Parce qu'évidemment, dans le roulage se joue une inversion. Parce que
faire la forme que vous avez vue tout à l'heure, cette limite, cette faille, il faut en faire une empreinte. L'empreinte, c'est l'envers de la forme. Et là, on est franchement là-dedans. En fait, c'est une série qui s'appelle États inversés et qui repose sur un aspect technique qui a trait à la cartographie. J'ai fait, je vous évoquais tout à l'heure mon bref passage à la faculté de géographie, j'ai fait de la cartographie à l'ancienne, en fait, plus du tout comme ça aujourd'hui, mais en tout cas, l'idée c'est que Lumière, c'est un espace en 2 dimensions, un espace un plan, et ce qu'on essaie de faire, c'est de rendre compte du relief. Et donc, par exemple, pour ce qui est d'IGN, qui est l'Institut géographique national qui édite les cartes en France, la convention, il s'agit de convention, c'est de placer un ombrage. L'ombrage, c'est comme un modelé quand vous dessinez, vous faites une peinture d'un objet. Là, pour rendre compte de sa tridimensionnalité sur un espace plan, on vient faire une ombre. Si on simule une ombre, ça veut dire qu'il y a une lumière, une source de lumière. Et donc, pour revenir à l'IGN, les cartes de l'IGN, vous regarderez la prochaine fois, en fait, l'ombrage se situe dans le coin en bas à droite, en termes géographiques, dans le sud-est. Ce qui veut dire que la lumière vient à l'opposé du nord-ouest. Et en fait, partant de là, je m'étais fait la réflexion que c'était étrange de faire une lumière du nord-ouest, parce que dans l'hémisphère nord, c'est quand même assez rare. Et le fait est qu'il y a une bonne raison à ça, c'est que l'IGN et les éditeurs de cartes veulent éviter justement une inversion du relief. En fait, ce qui peut se passer, c'est que le cerveau interprète le relief de façon inversée. Si cette lumière n'est pas placée de cette façon-là, simulée de cette façon-là. Moi, c'est exactement ce que j'ai cherché à faire. donc, pour ce faire, j'ai utilisé des données cartographiques qui, en elles-mêmes, ne ressemblent pas à ça, puisque ce sont simplement des données, donc ce sont des chiffres qui sont, alors à l'inverse de la cartographie classique, on met un gros appareil photo dans un avion et puis on fait des zigzags. Là, c'est pas un appareil photo, donc il n'y a pas de prise de vue photographique, c'est plutôt une sorte de radar qui va en fait scanner le sol. Donc, on va avoir un relevé de terrain avec des chiffres. Donc, ces chiffres-là, c'est de l'information, ils n'ont pas de forme en eux-mêmes. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé ces données pour qu'elles devenaient manipulables comme je le souhaitais. Et donc, pour aller un peu plus vite, j'ai utilisé un logiciel qui permet justement de simuler une lumière et de créer un ombrage comme on souhaite. Jusqu'à donc arriver à cette inversion qui est presque proche de l'illusion d'optique dans le fond. Ce qui m'est arrivé, et il m'est arrivé encore ce matin, en regardant le livre dont je vous parlais tout à l'heure, juste après, de ne pas avoir la même chose à quelques minutes d'intervalle. Donc il y a une sorte de traitement de l'information par le cerveau qui parfois est un peu brouillé. Et pour revenir à ce que vous voyez devant, donc, le projet dans son entièreté concerne tout le territoire des États-Unis. L'information que j'ai gagnée, c'était celle-ci. Et puis, par ailleurs, j'ai fait pas mal de projets aux États-Unis, en particulier dans le sud-ouest de ce pays. Et donc, il y a 927 planches qui sont dans les 2 tomes du livre là-bas. Et parmi ces planches, en fait, j'ai extrait les zones qui m'apparaissaient comme visuellement, plastiquement, là pour le coup, le plus intéressant. Donc ce que vous voyez, là en l'occurrence, c'est la zone du Grand Canyon. Ce que vous voyez, c'est l'inverse de ce qui existe dans l'espace physique. C'est-à-dire que là, le Colorado, vous voyez ici le Grand Canyon, ça apparaît comme une crête. Et non pas du tout comme un creux. Donc tout est inversé. Ce qui est un creux est en fait un pic, et ce qui est un pic est en fait un creux dans l'espace physique réel. Et comme je disais à Rosie hier, pour aller au bout de... C'est comme si vous regardiez par en dessous. Vous imaginez le paysage comme une sorte de membrane, une surface, et vous regardez par en dessous. Si jamais vous voulez faire l'expérience de l'inversion, vous pouvez regarder la tête en bas, et normalement ça devrait revenir. Je vous laisse décider si vous voulez le faire ou pas. On va faire des séances de yoga avec la tête en bas. Si vous faites le poirier devant la ligne des œuvres, vous devriez revoir ça dans le sens. Voilà, mais ce qui est intéressant aussi, et ça je l'ai exploité dans d'autres œuvres qui ne sont pas visibles ici,
c'est quand même l'idée que je parlais de la nature comme technique et de à quel point en fait l'art et la nature sont liés. Ce qui m'a intéressé là-dedans, au-delà de l'aspect technique, de la géographie, etc., c'est que finalement les processus d'érosion, ça vient comme le processus de sculpture, quoi. C'est-à-dire que les formes qu'on voit, c'est les formes qui ont été, c'est la géomorphologie, qui sont nées de mouvements tectoniques, d'érosion, du vent, de la pluie, du gel, et qui forment voilà, cet aspect plastique que j'ai essayé aussi de révéler, on va dire, ou de mettre rendre visible, bêtement le titre de l'exposition. L'autre série, alors c'est une incursion dans la peinture que j'ai débuté en 2017. Ça s'est fait sur à peu près 2 ans. Et j'ai parlé de motifs. Et en plein dedans, en fait, de la même façon, j'ai essayé de travailler sur des processus d'autogénération ou génération. Dans le sens où après ça s'inscrit la suite de ce travail, même si ce n'est pas directement autre chose. Dans d'autres recherches, il était question en fait non pas de parler de la nature, mais de parler avec. On reprend une phrase de Duchamp, je ne suis pas sûr. Parler avec la nature, ça veut dire quoi? C'est-à-dire plutôt que de parler de la nature, de faire avec elle, c'est-à-dire d'utiliser les processus créatifs qui sont là, en l'occurrence, les motifs que vous voyez. Alors bien sûr, j'en suis à l'origine et j'ai le temps de les maîtriser ou de les contrôler, mais ils sont générés, ils sont créés spontanément par un processus d'arrachement en fait, de la peinture. Oui, j'ai utilisé les mêmes données qui m'ont permis de réaliser les images au fond, mais je les ai vraiment traitées de façon différente. Là, l'idée, c'était pas du tout inverser le relief ou montrer l'envers du décor, j'allais dire l'envers du paysage, mais plutôt de révéler, de rendre visible des phénomènes en fait, qui sont pas sensibles, qui ne sont pas sensibles à nous, êtres humains, puisqu'on a une existence qui est infiniment plus courte que les phénomènes observables comme ceux-ci. En fait, c'est une partie du bassin du Mississippi. Et donc l'idée là, ça a été de traiter l'image selon en fait l'altitude, par la couleur uniquement. Donc de révéler en fait ce phénomène qui veut que le fleuve, en fait, le lit bouge sans cesse dans la plaine, et donc qui vient créer ces motifs presque cinétiques, en fait, on dirait presque futuriste, dans le sens on voit en fait des oscillations et des changements du cours du fleuve, mais qui évidemment s'étalent sur des milliers d'années, qui ici sont révélés par justement le radar. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que le processus d'observation qui mène à ces données et au travail que j'ai réalisé, c'est aussi quelque chose qui voit à travers la végétation, à travers le sol, et qui vient révéler des choses qui sont invisibles à l'œil. Pour vous donner une idée, donc c'est principalement du lidar, c'est des choses aujourd'hui qu'on utilise beaucoup en archéologie. On va survoler par exemple des zones au Mexique où il y a la forêt vierge, et en fait on se rend compte que avec ces images, il y avait une ville tentaculaire avec des bâtiments enfouis, etc. C'est la même idée, mais ici c'est pour